Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous retrouver dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Mountain Changemaker est un collectif qui regroupe des entreprises, des collectivités, des associations et des experts qui œuvrent ensemble aux transitions des territoires de montagne. Notre raison d'être est comprendre, imaginer, inspirer et agir pour le futur de la montagne. Pour en savoir plus sur notre association et nos actions, rendez-vous dans la fiche de description de ce podcast. Et dans le cadre du T-Rex à Bourg-Saint-Maurice, j'ai reçu Maximilien Lambert, responsable de la transition écologique à la Fédération française de golf. Bonjour Maximilien. Bonjour. Tu es responsable transition écologique à la Fédération française de golf. Et donc nous allons parler de golf et nous sommes à Bourg-Saint-Maurice sur la 4e édition du T-Rex. T-Rex qui est là pour travailler sur la transition par ceux qui la font. Ça tombe bien, tu l'as fait. Et le Rex vient surtout de ces retours sur expérience. Et ce qui nous intéresse d'échanger justement avec toi, c'est sur l'expérience et sur ce que le golf peut apporter aujourd'hui au territoire de montagne, sur la manière dont une fédération se projette dans cet univers de la montagne. Merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, je suis intervenu juste avant avec Jean Regaldo, qui est directeur à la fois du golf de la Rosière et de la station de ski de la Rosière, et pour effectivement un peu présenter toutes les actions qui sont menées au niveau national par la Fédération française de golf et du coup sa déclinaison locale sur un territoire de montagne avec le golf de la Rosière. Il y a longtemps que la Fédération française de golf réfléchit à la façon dont on peut intégrer le golf en montagne. Alors, la réflexion sur la transition écologique, elle est ancienne, c'est-à-dire que depuis les années 80, il y a une commission de l'environnement au sein de la Fédération française de golf, avec des réflexions autour de la biodiversité, de l'entretien des parcours, de la gestion de l'eau. Ce sont vraiment nos 3 axes historiques en matière de transition écologique. Il y a eu vraiment des grosses actions fortes depuis le début des années 2000, avec des accords avec l'État, les ministères, etc., autour de ces sujets-là, avec beaucoup d'actions, de programmes qui sont menés aussi autour de la préservation de la biodiversité pour préserver cet espace-là, mieux la connaître, autour de la gestion de l'eau, l'arrosage des golfs et l'entretien des parcours. La déclinaison sur le milieu montagne, il est plus récent et il en est encore au début un peu des réflexions sur ce volet-là. On sent qu'il y a un potentiel et des choses à mettre en place. On essaye de travailler avec ces acteurs-là. C'est plus récent, mais c'est une piste qu'on étudie. Il y a des spécificités, golf de montagne versus un golf classique. Alors déjà, la première, c'est qu'il n'est accessible et jouable que quelques mois par an. Et finalement, ça peut être la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'un golf peut être rentable ? Alors là, je parle d'un point de vue purement économique, mais est-ce qu'il peut être rentable ? Est-ce qu'il peut apporter un certain nombre de solutions alors qu'il ne peut être exploité que pendant une saison d'été qui est assez courte parfois en montagne ? Oui, alors effectivement, il y a aussi la différenciation entre il y a des golfs qui sont entre guillemets montagne dans le sens qu'ils sont dans des territoires Savoie, Haute-Savoie, etc., mais qui ne sont pas en montagne. On peut penser aux golfs d'Aix-les-Bains, d'Annecy, etc., qui sont des golfs qui ne sont pas en station en tant que tels, mais qui sont sur des territoires des départements en montagne. Après, on a aussi ces fameux golfs qui sont de station, là où vraiment il y a, on peut citer l'exemple de Tignes, de la Rosière, etc., par exemple, dans le coin ici, les Arcs, qui eux ont effectivement une spécificité plus forte, puisque au contraire des premiers, ils ont une ouverture qui est beaucoup plus réduite sur, en gros, une période entre juin et septembre, avec une activité forte qui est aussi liée à l'activité de la station. Jean me disait tout à l'heure qu'ils ont à peu près un tiers de personnes du coin, un tiers de touristes et un autre tiers un peu plus varié. Donc c'est vraiment un petit peu différent comme activité. C'est une activité qui est très forte, c'est-à-dire que la gestion elle est très dense, c'est-à-dire que c'est un peu comme une station de ski où en fait pendant un temps très court l'activité est très forte et il y a une forte demande en termes de pratiquants. L'intérêt qui peut y avoir par rapport à ça, c'est qu'on offre à la fois sur le volet activité, tourisme, diversification, on offre une activité nouvelle à des personnes qui viennent en tourisme ou qui sont du territoire, une activité sportive qui peut être complémentaire à toutes les autres, VTT, randonnée ou autres activités sportives d'eau vive, etc. Il est aussi important sur le volet RH, c'est-à-dire que sur le volet social, et c'est un peu ce qu'évoquait aussi Jean tout à l'heure, l'exemple de la personne qui est pisteur l'hiver dans la station de la Rosière, qui est en fait en CDI et qui est l'été jardinier de golf, avec cette conversion, cette complémentarité des métiers, le fait d'offrir un emploi stable et pérenne à des personnes qui sont sur le territoire, de faire vivre des familles sur le territoire, c'est aussi hyper intéressant sur ce plan-là.
On a aussi un autre aspect qui est la mutualisation des équipements, c'est-à-dire que le clubhouse, l'été, pour le golfe de la Rosière, est en fait un restaurant d'altitude l'hiver pour la station. Donc on a une vraie complémentarité et on a des enjeux forts entre le milieu de la montagne et le milieu du golfe, sur notamment 3 grands axes qui sont nos axes stratégiques, sur la préservation de la biodiversité, on connaît ces zones en montagne, avec les tétras, etc., qui sont des zones à protéger, la gestion de l'eau avec la neige de culture et cet aspect aussi préservation de la ressource en eau, le château d'eau de la France qui est situé dans les Alpes en montagne, et le côté entretien du parcours et comment on appelle le volet de végétaliser les pistes sur le domaine skiable l'été pour que la neige aussi tienne mieux l'hiver, et nous le volet aussi gazon que l'on peut avoir sur le côté golf. C'est une vision malgré tout très aménagiste de ce que peut être justement ce domaine. Alors on parlait de domaine skiable, aujourd'hui on parle de domaine de montagne, et donc du coup le golf peut rentrer dans ce domaine de montagne, mais on reste dans cette notion d'aménagement. En fait, on reste sur l'utilisation de domaines déjà aménagés pour une activité l'été, avec une conciliation qui doit être faite effectivement pour concilier tous les usages pastoraux, sportifs, économiques, etc. On a un bon exemple là sur le golfe de Méribel qui cherche justement à développer son activité et à refaire quelques trous sur ce sujet-là. L'accompagnement, il est hyper fort avec des acteurs naturalistes pour justement éviter de refaire. Donc c'est évidemment que sur des pistes de ski l'été qui sont déjà l'hiver, qui sont déjà du coup des zones de gazon. Et en gros, l'enjeu, c'est de refaire un petit peu le parcours, mais en impactant le moins possible l'environnement, avec le côté d'aménagement du terrain, avec le côté d'espace de landes ou de zones humides qui ne sont pas impactées, qu'on évite du coup sur la séquence éviter, réduire, compenser, qu'on évite du coup de toucher et qu'on détourne pour ne pas les impacter. Et sur le volet de mutualisation de cet espace, l'idée, c'est effectivement pas d'aller utiliser des zones naturelles qui ne sont pas utilisées et qui sont préservées, mais bien d'utiliser des espaces existants déjà, qui sont potentiellement des fronts de neige en hiver, pour déployer l'activité golf. C'est pas quelque chose où la fédération aujourd'hui a une action forte et développée, c'est quelque chose sur lequel on se pose des questions, déjà sur les golfs existants, puisqu'on l'évoquait, il y a déjà des golfs qui existent. Est-ce que ces golfs fonctionnent bien ? Quelle est leur activité ? Est-ce qu'ils sont saturés l'été ? Est-ce qu'il y a un potentiel de développement ? Et potentiellement, est-ce qu'on peut du coup voir un potentiel se développer sur ces structures-là ? Est-ce qu'on peut imaginer des golfs un peu plus, robustes ou un peu plus roots pour justement s'adapter à ce que à ce non-aménagement ou à un aménagement différent, parce qu'en montagne, on n'est peut-être pas sur du gazon tondu au millimètre. Ouais. Alors c'est effectivement important, et je pense que c'était un peu l'objet de la présentation, démystifier aussi l'image du golf que l'on a. C'est intéressant d'aller voir les différents golfs, d'aller voir les différentes structures. La Rosière, par exemple, le golf, il n'est arrosé que sur ses départs et sur ses greens. Et donc, toute la zone du fairway, c'est une zone de gazon qui est tondurable, mais dans l'imaginaire collectif, il ne faut pas s'imaginer que c'est le golf aux États-Unis avec tout le gazon tout vert qui est vraiment très managé, très géré comme espace. On est vraiment sur des golfs qui sont plus rustiques, effectivement, c'est un peu l'appellation, mais qui n'empêche, qui ont une qualité d'entretien qui est élevée et qui a un impact réduit sur l'environnement, tout en ayant une bonne pratique de jeu. C'est vraiment la meilleure conciliation qu'on essaye de faire. Et de toute façon, sur tous les golfs en France, nous, notre enjeu, c'est d'avoir un entretien qui est durable, donc d'avoir un impact qui est le plus faible possible, que ce soit en matière de gestion de l'eau, d'entretien des parcours et de préservation de la biodiversité, pour justement, avoir un espace sportif qui s'intègre le mieux dans cet espace naturel. Et c'est aussi ce qui fait la spécificité du golf et le plaisir du golfeur, c'est de jouer dans un environnement naturel, avec des herbes hautes, avec de la prairie, avec des zones humides, et avec un gazon qui permet d'avoir une pratique sportive, surtout sur le green, qui est un peu comme un billard sur son enjeu de roule et de ligne de putt. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace naturel dans lequel s'intègre le golf de façon la plus homogène possible, évidemment. On parle au niveau du ski d'une forme de gentrification, qu'il y a cette montée en gamme des stations de ski qui sont aussi du coup une montée en gamme de leurs infrastructures hôtelières, etc. Et que le golf apporte finalement un sport
qui correspondraient à la même population de touristes qui pourraient venir fréquenter ces mêmes infrastructures à des périodes où finalement elles sont plutôt soit à l'arrêt, soit non utilisées. Oui, après, on est aussi, nous, sur une politique de développement. C'est un des piliers de la fédération, c'est la transition écologique. Le deuxième, c'est le sport. Et le troisième, c'est le développement. Et donc, le développement, c'est aussi attirer de nouveaux publics. On sait qu'on a vraiment une image qui peut être faussée sur le volet sport élitiste, sport réservé à des personnes riches. Il y a 700 structures en France. Notre président de fédération emploie souvent la comparaison avec les hôtels. Il y a effectivement des golfs 5 étoiles qui sont des golfs avec un haut niveau de management du gazon et un haut niveau, de gestion du gazon et un haut niveau de standing qui correspond aussi à des attentes sportives, etc. Et on a après des golfs 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Et en fait, il en faut aussi pour tout le monde, pour pouvoir toucher une clientèle diversifiée, pour pouvoir aussi casser un petit peu cette barrière de sport réservée à une élite, etc. Il y a aussi un développement qui se développe, enfin qui se met en place avec le développement de golfs commerciaux qui ne sont pas des golfs associatifs et donc où on peut aller jouer dans le golf en payant sa partie, comme on paye une partie de bowling, comme on paye une descente de VTT, comme on paye une activité X ou Y, un forfait de ski pour regarder la comparaison avec la montagne. Et donc on a aussi cet enjeu de dire les gens qui seraient, si on garde l'exemple de la montagne, en montagne l'été, ils font le lundi de la rando, peut-être que le mardi ils peuvent tester le golf avec une initiation, etc. Et quand ils reviendront soit en ville, soit en plaine ou en zone rurale après leurs vacances, ils pourraient du coup potentiellement voir qu'il y a un golf pas loin de chez eux et potentiellement poursuivre leurs cours, ou poursuivre leurs initiations, poursuivre la pratique et du coup créer de nouveaux golfeurs sur ce volet-là. D'un point de vue plus temporel, on en parlait tout à l'heure, tu parlais de golf qui peuvent être ouverts de juin à septembre. Là, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des sujets dont on parle régulièrement, qui est de l'agrandissement des saisons. Aujourd'hui, sur certaines stations, sur certaines zones de montagne, l'ouverture d'été est plutôt réduite à juillet-août. Là, du coup, ça permettrait d'aller chercher justement une ouverture plus large et justement d'agrandir les saisons. Alors, on ne parle pas de 4 saisons, mais on parle justement des ailes de saison. Ouais. Le golf peut être une solution sur ces ailes de saison. Oui, c'est ça. Surtout que le golf demande un entretien du parcours. Lorsque la neige fond sur les territoires de montagne, il y a besoin d'avoir une petite période où l'équipe terrain entretient le parcours, remet en état les greens, les surfaces, les fairways, etc. pour pouvoir pratiquer l'activité de golf dans de bonnes conditions. Donc l'activité au niveau RH, elle peut commencer dès le mois de mai. Et ensuite, après, effectivement, une ouverture, alors selon l'altitude et selon l'orientation du golf, à partir effectivement de juin, qui peut permettre à surtout un public plutôt local peut-être, ou à des publics retraités qui viendraient en vacances un petit peu en dehors des périodes de vacances scolaires juillet-août, à commencer l'activité golf, pratiquer l'activité golf, tester cette activité-là, et du coup avoir effectivement une activité économique et une activité RH qui pourrait être effectivement de juin à septembre pour vraiment avoir 4 mois pleins d'activités économiques. On a beaucoup parlé de l'eau, du stress hydrique. On sait aussi qu'il y a potentiellement une raréfaction de la ressource en eau. Est-ce que du coup, c'est pas une vision court-termiste de se dire on peut développer des golfs, alors c'est pas un risque de ce aménagement et dans un sport qui, là aussi, sera confronté à un certain nombre de difficultés dans quelques années? Oui, effectivement, il y a un enjeu déjà de bien connaître son usage sur la ressource pour tous les golfs. Alors ça, c'est aussi vrai en plaine qu'en montagne, mais peut-être encore plus vrai en montagne par rapport, effectivement, on est situé en amont de tous les cours d'eau, donc il y a un enjeu, effectivement, de gestion durable de la ressource. C'est ce qu'on évoquait avec le golf de la Rosière, avec des pratiques qui sont plus vertueuses. En gros, avant, l'équipe de gestion du golf déneigeait les surfaces de jeu pour pouvoir justement les entretenir le plus tôt possible. Ce qui était un peu hallucinant compte tenu de à la fois le côté gasoil et consommation pour déneiger cette zone et à la fois le côté gestion de l'eau. Et là, aujourd'hui, c'est une pratique qui n'est plus mise en place. C'est une pratique aussi où on disait on centralise vraiment l'arrosage sur des zones qui sont hyper centrées, c'est-à-dire à la fois sur les greens et les départs, avec vraiment des zones très, très faibles qui sont arrosées. Après, il ne faut pas se nier, il ne faut pas se voiler la face. On travaille sur du gazon, qui est du vivant, qui est une plante. Et donc, effectivement, on a besoin d'eau pour certaines surfaces et on a besoin d'arroser certaines surfaces, notamment les greens qui sont des surfaces fragiles, où le gazon est tondura et où le couvert végétal est très, très dense. L'enjeu, c'est aussi que potentiellement, demain, les golfeurs qui joueront en plaine, peut-être avec les conditions climatiques qui vont arriver, auront des fortes chaleurs en juillet et en août et seront à la recherche d'une activité en montagne avec plus de fraîcheur. Donc, il faut aussi s'adapter à ces changements de pratiques et de population. Après, on est plutôt dans une démarche où on pense que le golf peut être une solution plutôt qu'un problème, avec notamment le côté de préservation de la biodiversité. Il y a vraiment des programmes, et notamment le programme Golf
golf pour la biodiversité qui se met en place pour mieux connaître la biodiversité qu'il y a sur les parcours de golf et mieux la protéger. Donc on est aussi dans une démarche responsable, respectueuse, et où on est aussi très fortement encadré par l'État, que ce soit sur l'entretien du parcours, on n'en a pas trop parlé, mais sur le volet agronomique, mais aussi sur la gestion de l'eau, où l'État travaille en concertation avec nous ou vice-versa sur le côté de la gestion de l'eau, et les règles sont très strictement mises en place pour les golfs et respectées sur les golfs, sur plus le niveau de sécheresse augmente, et même dans des territoires de montagne, Haute-Savoie, Savoie, où il y a des fortes restrictions, plus l'arrosage des golfs doit être réduit, et on arrive à un seuil où on a discuté avec l'État pour arriver à un seuil minimal où, en gros, on n'arrose plus que les greens à un certain nombre de mètres cubes par semaine pour pouvoir justement préserver cet usage de la ressource en eau. Le partage de cette ressource. Ça veut dire qu'il faut inventer une manière d'exploiter le golf en montagne. Du coup, une nouvelle manière de l'exploiter à la fois, j'allais dire économiquement, parce qu'on est sur une période beaucoup plus réduite, mais aussi sur une façon de l'exploiter d'un point de vue alors écologique ou d'un point de vue, en tout cas, fonctionnel. Et je pense que écologiquement, la façon de gérer le golf, elle doit être réinventée partout en France. Et c'est en cours. Pour le coup, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Et moi, je le vois depuis 5 ans que je suis à la Fédé. On va dans le bon sens sur le terme de gestion. Il y a une vraie prise de conscience et une vraie montée en compétence à la fois des gestionnaires de golf, donc les directions de golf, et les intendants qui, eux, gèrent le parcours de golf, qui ont vraiment le plus d'impact sur le terrain, le gazon, le foncier. Il y a une vraie montée en compétence des acteurs aussi, de la filière. On parle beaucoup de la filière montagne. La filière golf est très unie sur ce volet-là, où on parle d'une seule voix, on porte les mêmes discours, les mêmes projets, les mêmes ambitions. Ça, c'est vraiment une force aussi, je pense, au niveau de la gestion des golfs. Et donc, effectivement, la filière golf doit se réinventer au niveau environnemental. Après, là, effectivement, il y a, je pense, à mon sens, un développement potentiel de l'activité golf en montagne sur la période, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur effectivement des périodes peut-être avec le dérèglement climatique, ou peut-être juin et septembre vont peut-être amener à se développer un petit peu plus et offrir un sujet là. Après, je pense qu'il y a aussi effectivement un sujet où la fédération peut s'emparer du golf de montagne, de se questionner aussi sur quelle est sa situation aujourd'hui. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le golf est staffé? Est-ce qu'il est géré avec des équipes qui savent, qui connaissent les enjeux, etc. Et comment on peut imaginer les 10, 15, 20 prochaines années pour ces structures-là qui existent, et quels sont leurs potentiels et quels sont leurs avenirs, quoi. Il existe de nombreux projets de création de golf aujourd'hui? Non, pas énormément. Ce que j'évoquais, c'est que alors c'est très compliqué de développer une structure. Alors ça peut être plus facile d'augmenter un golf qui existe déjà, par exemple un golf 9 trous qui peut passer à un golf 18 trous, c'est-à-dire de développer son activité et développer son foncier. Ça, c'est un peu plus facile puisque le golf est déjà implanté et connu sur le territoire, et donc du coup, il y a aussi un enjeu plus fort. L'enjeu environnemental est très fort maintenant sur la création de structures de golf. Il y a eu un gros boom dans les années 80, où là, c'était le développement du golf en France. Il y a eu un deuxième, entre guillemets, boom entre 2008 et 2015, quand la France a organisé la Ryder Cup en 2018, avec un plan qui s'appelait les 100 petites structures pour aussi démocratiser l'accès au golf, donc construire des petites structures de golf partout dans les territoires pour faciliter l'accès au golf, où on joue plus facilement, de façon plus décontractée, avec un temps de jeu qui est plus faible. Donc ça faisait partie du programme un petit peu héritage, on va dire, de la Ryder Cup et du programme de la France à la Ryder Cup en 2018. Donc ce plan-là, il a été mis en place. Et depuis 2018, le programme de développement d'activités de golf et de structures golfiques est un peu plus faible. On accompagne toujours les porteurs de projets de façon de plus en plus importante sur l'environnement, c'est-à-dire que, en gros, nos principales réunions et nos principaux sujets tournent quand même globalement autour de l'environnement, des réglementations en vigueur à respecter, de l'aménagement. En gros, on ne peut pas aujourd'hui construire un golf comme on le construisait il y a 20 ans. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur le volet de la biodiversité. On se fait accompagner aussi avec le Muséum national d'histoire naturelle sur ce volet-là. Sur les golfs en local se font accompagner par des bureaux d'études. C'était l'exemple de Méribel que j'évoquais tout à l'heure. Sur la gestion de l'eau, évidemment aussi, quelles ressources en eau on a, quelles zones on arrose, quel système d'arrosage on met en place. Et sur le volet agronomie, effectivement. Donc, on a vraiment peu d'accompagnement en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs, il y a de plus en plus de questions, de réglementation aussi. C'est très long maintenant de développer aussi une activité golf. Donc, il y a aussi tous ces enjeux-là à prendre en compte. Tu parlais tout à l'heure des travaux que vous faites sur la biodiversité. Et en quoi un golf aujourd'hui, et comment dans vos réflexions vous intégrez cette notion du vivant et de la biodiversité
Quels sont vos enjeux là-dessus et les grands points de réflexion que vous menez et sur les points d'action surtout, parce que les réflexions, je pense qu'elles sont faites depuis un moment. Alors, c'est vrai que le point de départ, il est né dans les années 2000, je crois. Alors, c'était bien avant que j'arrive. En disant, on est un sport de nature, le golf, on sait qu'il y a de la biodiversité qui est riche, on voit des espèces quand on pratique l'activité, etc. Et on est un espace sportif dans un espace naturel. Il y a beaucoup de foncier. Le golf, c'est pas juste le parcours de jeu, c'est aussi tout un espace naturel composé de prairies, de forêts, etc., de marais, de landes. Enfin, selon les espaces naturels, très diversifiés aussi. Ce qui est aussi intéressant et ce qui attire aussi le golfeur, c'est pas la même biodiversité que j'aurais quand je joue à Étretat en Normandie ou quand je joue à La Rosière ou quand je joue à Strasbourg, par exemple, pour prendre des exemples très différents. Ça fait partie de l'ADN du golf. Et donc, les réflexions à l'époque, c'était de dire, il y a une biodiversité, elle est riche, mais en fait, comment déjà, on la connaît, et comment deux, on la préserve, et comment trois, on en parle. Et donc, c'est né par des échanges avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui se sont faits notamment sur le golfe de Vidauban, où des échanges ont commencé à avoir lieu, et en fait, les experts du muséum se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une biodiversité qui était hyper riche, et que les gestionnaires de golf avaient une responsabilité, au niveau de la gestion de leur parcours, mais deux, aussi au niveau de la gestion de leur foncier, qui peut représenter une grande surface. Encore une fois, de forêt ou de zones autres. Et donc, a été développé un programme et un label qui s'appelle Golf pour la biodiversité, qui permet justement d'objectiver de façon concrète et scientifique quelle est la biodiversité qui est sur les golfs. Donc ça, c'est super, on connaît la biodiversité qui est sur les golfs, mais comment ensuite on la préserve? Donc le premier protocole, c'est de dire on met en place un programme pour identifier la biodiversité. Donc un cahier des charges a été établi avec le Muséum national d'histoire naturelle pour définir des protocoles d'inventaire de biodiversité. Donc les golfs ouvrent leurs portes à des naturalistes qui peuvent être des bureaux d'études ou des associations type LPO, France Nature Environnement, le CPIE, le Conservatoire d'espaces naturels, etc., etc. Ou des agences d'État aussi, il y a des fois l'ONF ou d'autres agences qui participent à ces inventaires. L'inventaire est fait sur un inventaire de plusieurs saisons, de plusieurs mois, on va dire, sur l'année, avec différents groupes taxonomiques qui sont inventoriés, différentes espèces, différents habitats. Et le rapport est rendu au golf avec, du coup, les actions. Déjà, la liste des espèces et des habitats qu'il y a sur le golf, ce qui est assez intéressant puisqu'on a vraiment un inventaire plutôt exhaustif de tout ce qui est sur le golf, avec des fois des naturalistes eux-mêmes surpris de la richesse de ces habitats-là et de ces espèces. Et deux, des actions à mettre en place, en disant, par rapport à ce qu'on a vu, nous, sur le terrain, et pas, du coup, des grandes lignes directrices, mais vraiment par rapport à votre biodiversité qui vous est propre, on vous préconise telle ou telle action. Et en partant de ces actions, le golf doit mettre en place, du coup, concrètement, ces actions de gestion, d'aménagement, de sensibilisation dans son golf. Une fois que le golf a mis en place ces actions, si on reprend l'exemple de La Rosière pour rester local, c'était la création d'une mare pour accueillir des espèces d'amphibiens, etc., qui avaient été inventoriées sur le golf. Le golf a créé sa mare, etc., et a laissé des zones en défense, c'est-à-dire des zones humides où on n'a plus le droit d'aller chercher sa balle quand on joue au golf. Ce sont des zones qui sont défendues d'y entrer pour préserver justement les espèces et la biodiversité. Une fois que le golf a mis en place ses actions, il candidate au label pour valoriser ses engagements. Donc, il doit mettre aussi des actions de sensibilisation, mais il candidate en disant, voilà, j'ai fait telle et telle action, regardez, par rapport aux préconisations qui ont été faites par ma structure naturaliste. Et une fois que la candidature est faite, il y a un audit qui vient vérifier qu'effectivement ces actions ont bien été faites, qui est composé d'acteurs du golf ou de structures naturalistes. Et ensuite, il y a un comité de labellisation qui est composé d'acteurs du golf, du Muséum national d'histoire naturelle, de l'Office français de la biodiversité, du ministère des Sports. Et donc, il attribue ou non le label au golf qui est valable pendant 5 ans. Donc ça, c'est, on va dire, notre ADN sur le volet de la biodiversité. C'est notre gros programme. Sur 730 structures golfiques, on en a 220 qui sont déjà engagées dans la démarche. Parmi elles, il y en a à peu près plus de 100 qui sont labellisées avec 3 niveaux, bronze, argent, or. C'est une démarche d'amélioration continue. Et autour de cet ADN vient se mettre pas mal de blocs, de montée en compétence des acteurs avec des temps d'animation, des temps de partage d'expérience, ce qu'on appelle des cafés golf pour la biodiversité, ou le golf du Pic Saint-Loup près de Montpellier va expliquer comment il a mis en place l'éco-pâturage. Donc effectivement, j'ai travaillé avec un agriculteur du coin, j'ai défini des zones, etc. Des choses très concrètes pour essayer aussi de me faire monter en compétence tout le monde. On fait des journées techniques aussi qu'on met en place, notamment on en a fait dans le sud et en Nouvelle-Aquitaine sur comment je préserve à la fois mes zones de biodiversité, mais en même temps comment j'arrive aussi à travailler sur mes obligations légales de débroussaillement en matière de prévention incendie sur les zones en termes de Nouvelle-Aquitaine et de PACA, ce sont des zones très, très fortement soumises au risque incendie. Et il y a aussi une responsabilité en tant que gestionnaire de site de connaître ces obligations-là. Et enfin, la dernière brique, c'est aussi le déploiement au niveau européen. On a été sollicité et on a été lauréat de pas mal d'appels à projets au niveau européen, au niveau de la Commission européenne ou d'une instance européenne du Golfe, pour partager notre expérience auprès des autres fédérations européennes, puisqu'on a
là une bonne expérience et un bon retour d'expérience à faire par rapport à ça. Et donc, on partage, on accueille, on accompagne toutes les fédérations européennes. On a fait différents événements l'année dernière autour de conférences et de journées d'études pour justement partager nos retours d'expérience et puis partager aussi nos avancées par rapport à ces acteurs-là qui sont très, très avides de nos retours sur ce sujet. Et est-ce que vous avez une action aujourd'hui sur vos pratiquants ? On sait que je crois que c'est la 4e raison de pratique du golf, le fait d'être dans la nature. Il y a le côté social, il y a le côté donc social, être avec des amis, etc. Il y a le côté effectivement loisir. Et le côté nature vient très, très proche dans le top 5 des raisons de pratique du golf. Donc, il y a vraiment une envie d'être dans la nature. Alors, on a mené une étude en 2021, je crois, sur la perception de la biodiversité par les golfeurs. Donc, il y avait une étude, et les golfeuses, et il y avait une étude qui a été faite en 2022 par une étudiante en Master 2 avec un programme de recherche, avec un questionnaire qui a été envoyé, je crois, à un panel de 15 000 licenciés, etc., pour justement voir quelle était leur perception de la nature. Et donc là, on voit dans les résultats qu'il y a un fort attrait, comme je l'évoquais juste avant, sur la nature, sur le fait d'être dans la nature, c'est un fort enjeu, et le fait aussi de vouloir préserver la nature et de vouloir conserver cette nature. Pour conclure, est-ce qu'on peut identifier un frein, quelque chose qui serait le frein justement au déploiement, au développement du golf en montagne ? Sur le déploiement du golf en montagne, ouais. Je pense que le frein, ça peut être effectivement le côté aménagement. Je pense que de toute façon, les golfs aujourd'hui doivent avoir dans leur conception un aménagement qui doit être le plus modéré possible, avec l'impact le plus faible possible. Je pense qu'il faut utiliser les installations existantes au plus possible. On parlait tout à l'heure du clubhouse et de la rosière avec le restaurant d'altitude. Ce genre de bonne pratique doit être déployé, etc. Le frein principal, c'est l'acceptabilité, la connaissance du golf, la méconnaissance de l'activité golf, de ce que cela impacte aussi, de ce que cela entraîne. Méconnaissance aussi sur le volet l'activité de nature, le fait d'être une activité aussi physique. On a souvent l'image de sport avec un public assez âgé, mais mine de rien, nos licenciés ont 54 ans de moyenne d'âge, mais ce qui permet aussi à un certain public d'avoir une activité physique. Donc 10 km à peu près lorsqu'on fait un parcours 18 trous, passer 3-4 heures en forêt, etc. Enfin en forêt ou en nature lorsqu'on pratique l'activité golfique. Donc tous ces enjeux-là de santé mentale, de bien-être, etc. C'est aussi quelque chose à valoriser et à développer parce que effectivement, je pense que le frein, pour répondre à la question un peu directe, ce sera effectivement le côté acceptabilité de l'activité golf. Et je pense qu'on doit effectivement, pour lever ce frein, ouvrir les portes du golf, communiquer, démocratiser. Et l'enjeu aussi le plus fort, c'est que les personnes qui jouent au golf puissent aussi montrer l'activité, ce que c'est vraiment un golf par rapport à ça. Je prenais l'exemple du naturaliste qui a été faire l'inventaire au golf de Chantilly, qui en fait disait on va rester 5 minutes au golf, de toute façon il n'y a rien à voir et on va voir du gazon et puis on va ressortir. Et en fait qui est resté une journée avec énormément de richesses de biodiversité, d'espaces différents, d'habitats différents, avec des prairies, des forêts, etc. et qui permettent aussi d'avoir vraiment une autre vision de l'activité golf et ce qui pourra aussi nous aider par rapport à tout ça. Très bien, merci beaucoup, Maximilien. Merci. Bonne journée au Tirec. Merci beaucoup, bonne journée. Une fédération qui prend à bras-le-corps les questions de transition dans son modèle économique et environnemental, avec des actions menées sur des sujets comme la biodiversité et la ressource en eau. En montagne, tout en restant une solution avant tout aménagiste, les golfs offrent une diversification de l'offre touristique en été, permettent le maintien de certains emplois et s'adaptent aux contraintes locales, notamment en matière d'entretien. Une pratique sportive qui doit encore convaincre de sa bonne foi et qui multiplie les actions de communication pour valoriser les actions mises en place. Attention à trop aller sur le terrain de la communication, à ne pas tomber dans l'accusation de greenwashing, tellement simpliste, pour rejeter une politique fédérale qui tient résolument à prendre toute sa part dans le chemin de la transition. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemaker. Si ce podcast et ce sujet vous intéressent, je vous invite à découvrir tous nos programmes en vidéo sur notre plateforme mountainchangemaker.com ainsi que sur notre application mobile. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et YouTube. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des avis et commentaires depuis votre plateforme préférée. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck.